Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo dans la série Apprendre et réussir. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous pencher sur quand et où pratiquer notre mémoire. Donc, quels sont les meilleurs moments pour le faire et y a-t-il des trucs par rapport aux endroits où on peut le faire? Alors, plus précisément, nous allons parler du principe d'espacement, du principe de variation du lieu et de l'importance de la difficulté. Dans le cadre de la première et de la deuxième vidéo de cette série, nous avons vu qu'il est important de se pratiquer à reconstruire l'information mentalement lorsque nous voulons l'apprendre, la comprendre, la retenir. Et nous avons vu différentes stratégies pour faire ceci. Mais nous n'avons pas encore parlé d'un point qui est vraiment fondamental si l'on veut bien étudier et bien apprendre. Ce point concerne le quand de ces techniques. Quand les utiliser? À quel moment devrions-nous nous pratiquer à reconstruire l'information? À quel intervalle devrions-nous le faire plusieurs fois en bloc ou utiliser une autre technique? Comment fonctionner? Eh bien, la question du temps est vraiment très importante lorsqu'on souhaite étudier de manière efficace. Penchons-nous là-dessus tout de suite. Alors, imaginons que vous avez regardé les deux premières vidéos de cette série et que vous êtes prêt ou prête à utiliser les techniques dont nous avons parlé. Eh bien, une des erreurs classiques à laquelle vous devriez faire attention serait de concentrer ces techniques de manière consécutive l'une après l'autre dans un petit laps de temps. Par exemple, imaginons que vous faites des cartes questions-réponses. Alors, vous feriez toutes vos cartes questions-réponses et ensuite, vous recommenceriez ces cartes questions-réponses et ensuite, vous les recommenceriez encore et ensuite les recommenceriez encore. C'est ce qu'on appelle travailler par bloc. Ce qu'on veut dire par bloc lorsqu'on dit que justement un étudiant ou une étudiante concentre en un bloc plusieurs pratiques. Cette méthode de faire n'est pas très efficace. Entre autres, elle donne l'impression de familiarité. Vous venez juste de voir les réponses, vous venez juste d'y répondre. Donc, si je vous repose la question dans 2 minutes, c'est sûr que vous allez vous en souvenir, ou les chances vont être bonnes que vous allez vous en souvenir. Mais ça ne veut pas dire que vous avez appris. Ça veut simplement dire que l'information est encore fraîche à votre mémoire. Ça vous donne donc une impression de familiarité, que vous êtes en train d'avancer, que vous êtes en train d'apprendre. Ça fonctionne. Mais c'est très très court dans le temps tout ça. Lorsque on regarde dans 1 ou 2 journées, vous souviendrez-vous de ces choses-là? Pas nécessairement. À la place d'utiliser des blocs d'études comme ça, les recherches indiquent assez clairement que la meilleure façon de faire, c'est d'espacer son apprentissage. Utiliser le principe d'espacement. Comment faire? Bien, c'est très simple. Vous faites exactement ce que vous alliez faire dans la première version, sauf que vous laissez plus de temps entre les pratiques. Alors, une première pratique, par exemple, vous faites vos cartes questions-réponses, et là, vous attendez assez longtemps pour permettre un certain oubli. Ça peut être 2 heures, ça peut être 24 heures, c'est vous qui décidez. Vous pouvez essayer d'étirer le plus possible ce temps-là au fil du temps. Vous revenez avec une seconde pratique. Vous attendez un autre 24 heures, par exemple. Vous revenez avec une troisième pratique. Vous attendez un autre 24 heures, vous revenez avec une dernière pratique. Vous me direz peut-être, ah, mais c'est long étudier comme ça. Ben, pas vraiment. Parce que, regardez bien, c'est exactement le même temps d'étude. Imaginons que vous passez 10 minutes sur chaque pratique. 10 minutes, 20, 30, 40. 40 minutes d'étude. Ben, c'est la même chose ici. 10 minutes, on attend 24 heures. 20 minutes, on attend 24 heures. 30 minutes, on attend 24 heures. 40 minutes au total. C'est le même nombre de minutes passées sur l'étude, sur la pratique. Sauf que, au lieu d'être toutes rassemblées en blocs, ces pratiques-là sont espacées avec du temps entre. Et c'est bien important que le temps que vous mettiez entre
les pratiques soit assez long pour vous permettre d'oublier l'information un peu. Par oublier, je veux dire, dans le fond, que lorsque vous allez revenir à la seconde, la troisième, la quatrième pratique, ça risque d'être difficile de reconstruire l'information. En tout cas, beaucoup plus difficile que dans le premier cas ici, parce que vous venez juste de le faire, donc c'est assez facile de le refaire plusieurs fois. Mais dans ce cas ici, le fait que vous venez de pratiquer et que maintenant vous laissez 24 heures passer, la deuxième pratique, par exemple, risque d'être difficile. Mais c'est très bien comme ça. C'est justement à ce moment-là où vous vous cassez la tête et vous dites « Ah, est-ce que je me souviens de ça? » Et vous réfléchissez. C'est là où vous êtes en train d'apprendre. C'est pas en relisant. C'est pas en révisant l'information. C'est à ce moment-là, quand vous essayez de la reconstruire dans votre mémoire. Et si c'est vraiment trop difficile et que vous avez attendu trop longtemps et que c'est impossible, bien, sortez votre feuille d'indices. Peut-être y a-t-il certains indices qui pourraient vous permettre de retrouver, de reconstruire cette information-là. Et au bout d'un moment, lorsque vous laissez assez de temps entre les pratiques, ça va devenir de plus en plus facile pour vous de reconstruire cette information-là. Donc, il faut profiter de l'oubli. Normalement, les étudiants pensent que l'oubli, c'est le contraire de l'apprentissage. Lorsqu'on oublie, c'est que on a oublié, on a tout oublié ce qu'on avait appris. L'oubli, c'est l'inverse de l'apprentissage, c'est à éviter. Mais c'est le contraire. C'est l'inverse. Pour bien apprendre, il faut se donner le temps d'oublier. Je répète ça parce que c'est vraiment important. Pour bien apprendre, il faut se donner le temps d'oublier. Si vous ne vous donnez pas le temps d'oublier entre vos pratiques, vous travaillez pour rien, vous pédalez dans le vide. Vous allez avoir l'impression d'apprendre, mais c'est de la familiarité que vous êtes en train de sentir, pas un réel apprentissage. Lorsque vous vous permettez d'oublier un peu l'information, et ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus difficile de la reconstruire la prochaine fois, lorsque vous arrivez à cette prochaine pratique et que c'est difficile et que vous avez peut-être besoin de vos indices ou vous avez vraiment besoin de vous creuser la tête, c'est à ce moment-là où vous êtes en train d'apprendre. C'est ça l'apprentissage. C'est maintenant que ça se passe. C'est pas lorsque vous retournez dans vos notes. Le principe d'espacement est un principe tellement important et pourtant les étudiants l'utilisent trop peu. Pour illustrer ce principe, voici une étude de Rohr et Taylor en 2006, et cette étude est très simple. Ces auteurs-là ont pris des étudiants en mathématiques, et les étudiants devaient apprendre à résoudre 10 types de problèmes mathématiques. Ils ont divisé les étudiants en deux. Le premier groupe allait apprendre les 10 types de problèmes en blocs, donc un à la suite de l'autre. Ils ont vu comment les faire et ils les ont pratiqués un à la suite de l'autre, les 10 types de problèmes. Le groupe, lui, qui était espacement, a vu 5 types de problèmes qu'il a appris à faire, appris à résoudre, et ensuite, il est rentré chez lui, et 24 heures plus tard, il est revenu, et il a vu les 5 autres, donc de l'espacement. Un peu plus tard, un examen a eu lieu, et regardez les différences au niveau de la note. À peu près 32-34% pour les gens qui ont appris les 10 problèmes en un coup, et plus que le double pour le deuxième groupe, les gens qui ont appris les 5 premiers problèmes et ensuite ont pris une pause d'une journée et sont revenus pour les 5 derniers problèmes. Le principe d'espacement ne peut pas être négligé, là. C'est tellement important. En fait, si vous commencez à comprendre comment bien étudier avec ces vidéos, vous remarquerez qu'il y a jusqu'à maintenant 2 principes fondamentaux
qu'il faut dégager de toutes ces informations-là. Le premier, c'est au lieu de revoir l'information pour apprendre, il faut plutôt se pratiquer à la reconstruire. C'est en reconstruisant l'information qu'on l'apprend, pas en la révisant. Le deuxième principe, c'est le principe justement d'espacement. Lorsqu'on va s'entraîner à reconstruire cette information, nous devons laisser du temps entre les pratiques de reconstruction. Et plus précisément, laisser assez de temps pour nous permettre d'oublier partiellement l'information, ou au moins pour permettre que la prochaine fois qu'on va pratiquer, ça sera difficile. C'est normal que ça soit difficile, c'est même désirable. J'aime bien utiliser l'image de quelqu'un qui s'entraîne au gymnase. Lorsque vous voyez quelqu'un faire un exercice musculaire quelconque, il ne répète pas cet exercice musculaire-là 100 000 fois. Il fait ses répétitions et ensuite il passe à d'autres choses. Et peut-être 1 ou 2 journées plus tard, il revient à cet exercice-là. Pourquoi? Pour permettre aux muscles de se reposer, de se reconstruire plus fort. C'est la même chose pour vos pratiques de mémoire. Le même principe s'applique. Si vous les faites de façon consécutive l'une après l'autre, vous pédalez dans le vide au bout d'un moment. Mais si vous vous laissez du temps, vous serez surpris par l'impact que cela aura sur votre capacité à réapprendre et à être capable de reconstruire rapidement l'information par la suite. Et maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose d'autre qui est assez intéressant et qui concerne le où faire ces pratiques-là. Alors, nous avons parlé du quand, mais la question du lieu, la question du où est vraiment intéressante. Traditionnellement, beaucoup de gens ont tendance à penser que lorsqu'un étudiant étudie, il devrait se réserver un endroit spécifique pour étudier auquel il revient toujours. Un lieu d'étude calme, et c'est son lieu d'étude. Toute son étude se fera là. Eh bien, en fait, bien que plusieurs personnes nous disent ça, ça s'avère être un conseil qui est assez mauvais. Les recherches démontrent qu'il y a en fait un avantage à étudier dans plusieurs lieux différents et le faire vraiment par exprès. Alors, pour illustrer ce que je veux dire, imaginons que vous allez faire, je ne sais pas moi, 4 pratiques de reconstruction d'une information quelconque que vous devez apprendre. Par exemple, vous allez faire 4 examens pratiques à différents moments, disons avec 24 heures d'intervalle, ça c'est très bien, mais vous allez les faire dans le même lieu. Donc, à chaque fois à la maison, par exemple, dans votre chambre. Bon. Ceci est déjà très bien, là. Au lieu de relire l'information, vous faites des pratiques de reconstruction, vous faites par exemple des examens pratiques, c'est super. Et en plus, vous espacez ça, disons, avec 24 heures dans le temps, c'est génial. Vous êtes très bien parti. Ça, c'est le genre de technique d'étude qui est efficace et scientifiquement prouvé pour fonctionner. Mais ce n'est pas encore parfait parce que vous ne variez pas le lieu de pratique. Et la mémoire humaine est vraiment spéciale dans le sens que elle devient très connectée ou associée au lieu là où on la pratique. Ce qui veut dire que si vous pratiquez toujours dans votre maison, vous allez devenir très bon à reconstruire l'information dans votre maison, mais pas nécessairement dans d'autres lieux, comme par exemple le lieu où aura l'examen. Certaines personnes recommandent qu'on étudie toujours dans le lieu où aura l'examen. Ça serait certainement une meilleure stratégie, mais c'est pas vraiment réaliste, pas vraiment possible. Et même là, ce n'est pas la meilleure stratégie. Croyez-le ou non, la meilleure stratégie, c'est de faire exactement la même chose, mais de varier le lieu de pratique. Une fois à la maison, une fois au collège, une fois dans une cafétéria de centre d'achat, une fois chez un ami.
Vous voulez varier les contextes dans lesquels vous reconstruisez l'information. Des fois, il y a de la musique, des fois, il n'y en a pas. Des fois, il y a beaucoup de monde, des fois, vous êtes tout seul. Des fois, c'est le soir, des fois, c'est le matin. Variez le plus possible les contextes. Pourquoi? Parce que en travaillant de cette manière, vous allez vous entraîner à être capable de reconstruire l'information de votre mémoire, peu importe le contexte. Et ça, c'est de l'apprentissage puissant et efficace. Peu importe le contexte dans lequel vous vous retrouverez dans le futur, vous aurez cette capacité de retrouver cette information-là, de la reconstruire. Et ça, c'est rudement plus efficace qu'être capable de la reconstruire dans un ou deux lieux seulement. En vous concentrant en faisant des pratiques dans différents lieux, vous êtes vraiment en train de vous rendre les choses plus difficiles, et ça, c'est excellent, puisque cette difficulté-là, elle est désirable. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Pour illustrer rapidement l'importance de varier le lieu d'étude, voici quelques données de Smith, Glenberg et Bjork, une étude assez ancienne quand même, de 1978, mais les données sont très intéressantes. On a demandé à des gens d'étudier pour un examen et ils ont étudié le même nombre de temps et de la même manière, mais ce qui était différent, c'est qu'à certains, on demandait d'étudier toujours dans le même endroit, et pour d'autres, on demandait d'étudier dans des endroits différents. Et un peu plus tard, un examen a eu lieu, et voici les résultats des gens qui ont étudié dans le même endroit. Et voici le résultat des gens qui ont étudié dans des endroits différents. Alors, vous voyez la différence chez les gens donc, qui ont étudié dans des endroits différents versus le même endroit. Alors, ça non plus, donc, c'est vraiment pas à négliger dans votre étude. Le fait de volontairement choisir des endroits différents pour étudier, c'est assez important, en fait, et ça peut avoir un effet, lorsqu'on le combine avec toutes les autres techniques, là, qui est vraiment très impressionnant. Alors, si j'étais pour résumer l'ensemble des informations des trois vidéos dans cette série, je le ferais de la manière suivante. Tout d'abord, s'il vous plaît, arrêtez de penser qu'étudier, c'est revoir, relire, réviser l'information jusqu'à temps qu'elle nous colle finalement en tête, qu'elle nous rentre en tête. Ça n'a jamais fonctionné comme ça, même si vous le pensiez. Ça ne fonctionne pas maintenant, même si vous croyez que ça fonctionne comme ça. Et ça ne fonctionnera jamais comme ça, même si vous le voudriez. Le cerveau humain ne fonctionne pas de cette manière. À la place, si vous voulez vraiment être efficace dans vos apprentissages, comprenez que étudier, c'est s'entraîner à reconstruire les informations à partir de sa mémoire. Et avec trois thèmes importants. Un, en utilisant différentes techniques, des fiches d'indices, des cartes questions-réponses, des réseaux de concepts, des examens pratiques, etc., etc., etc. Deux, avec un délai suffisant entre ces pratiques, laissez-vous le temps d'oublier un peu, laissez-vous le temps de rendre les choses difficiles pour la prochaine pratique. Et trois, dans différents endroits et contextes. N'étudiez pas seulement dans un endroit, faites varier les endroits et les contextes dans lesquels vous étudiez. Inévitablement, lorsque je parle de ceci avec des étudiants, il y en a souvent qui me disent oui, mais ces techniques-là, là, si on utilise ça, c'est pas facile. C'est beaucoup plus difficile d'apprendre comme ça. Parce qu'il faut se souvenir des trucs, puis en plus, c'est plus lent. On n'apprend pas très vite, là. Il faut laisser des 24 heures entre les pratiques, puis tout ça. Donc c'est plus difficile et c'est plus lent. Et moi, je leur dis, ah, c'est plus difficile et plus lent pour vous d'étudier comme ça? Ah ben, c'est excellent. Ça veut dire que ça fonctionne. Qui a dit, sérieusement, qui a dit qu'apprendre, c'était supposé être facile?
Pourtant, il y a une croyance très populaire chez les étudiants, et je dirais même chez les professeurs parfois, comme quoi apprendre avec des bonnes techniques d'apprentissage, si tu as des vraiment bonnes techniques, là, ça va se faire super rapidement puis avec peu d'efforts. La personne qui vous dit ça est en train de se mentir à elle-même et de vous donner de la fausse information. Des bonnes techniques d'apprentissage vont vous donner l'impression que c'est plus difficile et que ça va lentement. Mais c'est comme ça qu'on apprend bien. Retournons à notre exemple du gymnase. Imaginez, vous arrivez au gymnase et un de vos amis s'entraîne avec des petits poids de 2 livres. Il fait ses répétitions, par exemple, avec des poids de 2 livres et il vous sourit et il dit « Hey, regarde, ça fonctionne tellement bien ma méthode d'entraînement. Je force même pas. » Ensuite, il s'en va sur le tapis roulant et marche à 1,5 km/h. Et encore, il vous interpelle en disant « Hey, regarde ça, c'est tellement efficace, je suis même pas en train de transpirer. » Vous n'y penseriez même pas 2 secondes. Vous lui diriez t'es pas en train de transpirer et t'es pas en train de forcer parce que tu t'entraînes pas vraiment. Ça fonctionne pas. Ce que tu fais, c'est il faut que ça soit difficile. Il faut que ça soit difficile et ça va prendre du temps pour te mettre en forme. C'est la même chose pour apprendre. Je sais pas pourquoi on s'attend à ce que ça soit rapide et pas difficile. Les bonnes techniques d'apprentissage rendent l'apprentissage plus difficile et plus lent. Mais rassurez-vous, au fil du temps que vous utilisez ces techniques-là, vous deviendrez de plus en plus performant et probablement que vous serez capable de les appliquer de manière à ce que l'apprentissage se fasse plus rapidement. Mais ça demandera toujours un effort et ça demandera toujours d'espacer. Par exemple, de laisser quelques heures au moins entre vos pratiques. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je vous laisse avec une idée. Et encore une fois, je reviens à l'image du gym parce que c'est tellement l'image parfaite pour ça. Lorsque vous allez au gymnase, généralement, c'est bon d'avoir un plan. Quel exercice tu vas faire à quel jour, combien de répétitions, ensuite tu vas faire quoi, et ainsi de suite. Vous pouvez rentrer là et faire n'importe quoi, mais ne pas avoir de plan, vous ne savez pas nécessairement ce que vous êtes en train de bâtir comme muscle et vous n'allez pas vraiment vers un but spécifique. Mais c'est la même chose pour l'apprentissage. Je vous suggère de vous monter un horaire d'entraînement. Pour chaque semaine, par exemple. Dans une semaine, comme par exemple la semaine qu'on voit ici, là, du lundi jusqu'au dimanche, et peut-être inclure le matin, l'avant-midi, l'après-midi, le soir, et prévoyez ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez pratiquer à reconstruire, de quelle manière et à quel moment. Par exemple, lundi, vous allez pratiquer les concepts 1 à 5 en utilisant des cartes questions-réponses. Et vous allez refaire ça jeudi en après-midi. Donc, vous laissez 48 heures de temps. Mardi, vous allez faire des questions d'examen pratique, par exemple sur un chapitre spécifique, que vous allez reprendre le dimanche avec un autre genre d'examen, mais sur le même chapitre, par exemple. Mercredi, vous pourriez faire des réseaux de concepts pour les concepts 6 à 10, imaginons là, et vous referiez ça, par exemple, samedi. Donc encore là, vous laissez 48 heures. Donc, bâtissez-vous un horaire d'entraînement à la mémoire, comme vous le feriez avec un horaire de travail ou un horaire au gymnase, par exemple. Alors voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ces 3 capsules vidéo vous seront utiles.
Il n'est pas impossible que j'en fasse d'autres dans le futur, mais je voulais vraiment commencer avec ces trois-là comme base. Et je vous invite à me contacter si vous avez des commentaires, des questions. Mon courriel est le suivant, mgagnon@commercialcpnf.ca. Et je suis aussi sur Facebook. Si vous tapez Gagnon CPNF, vous me retrouverez comme ça. Je veux bien faire comprendre ici que vous soyez mes étudiants ou non, vous pouvez me contacter et me rencontrer par rapport à ça. Donc, même si vous n'êtes pas un de mes étudiants dans le programme de psychologie, sentez-vous bien libre de m'écrire un courriel et ça me fera plaisir de vous rencontrer pour vous aider à bien appliquer ces principes-là dans votre étude et vous donner un petit coup de pouce. Ne soyez pas gênés avec ça. Merci bien et bonne étude.